Europe 1, il est 8h33. La revue de presse. Bonjour Natacha Polony. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, quelques petites clochettes blanches dont le parfum délicat nous réjouissait autrefois et qui symbolisaient les conquêtes sociales. 20 minutes, un brin désuet. L'opinion, mais à quoi sert encore le 1er mai ? Le Figaro, les Français et les syndicats, la grande défiance avec sondage à l'appui. Et le Parisien qui s'interroge, avons-nous trop de jours fériés ? Et puis en une de Libération, Serge Atlaoui de dos en tenue de prisonnier pour que la peine capitule. À la une de la presse ce matin, Natacha, le chaos du monde. Mais oui, après les images depuis plusieurs semaines de ces malheureux survivants des bateaux cercueils de la Méditerranée, le temps est aux analyses. Dans son éditorial du Point, François-Olivier Gisbert revient sur la défense pour le moins originale du gouvernement, sur le chaos libyen et ses conséquences atroces. C'est la faute à Nicolas Sarkozy. Bon, c'est pas faux en effet. Et le patron du Point souligne d'emblée cette vérité héritée de Montesquieu. Il est 1000 fois plus aisé de faire le bien que de le bien faire. Ainsi de ce fameux droit d'ingérence qui a donné le pire. Alors un cas d'école, le Kosovo avec son lot de désinformation et la complicité, nous dit François-Olivier Gisbert, d'humanitaires comme Bernard Kouchner au Gabon. Pardon, Bernard Kouchner, oui ça c'est du Gisbert. Hein. Bon, mais pour lui, l'intervention en Libye justement n'entre pas dans ce schéma. La France, dit-il, a seulement évité des massacres, mais s'est retirée trop tôt ou trop tard. Un jugement qui ravira Bernard-Henri Lévy, interrogé dans Le Parisien sur une pleine page, sur cette intervention dont il fut le porte-étendard, le souffle lyrique. Bon, là, c'est assez simple. Ni remords, ni regrets. Le chaos, les massacres, les migrants rackettés par les djihadistes qui gangrènent le pays, rien. BHL ne doute pas. Alors on pressent que les bateaux vont continuer à arriver ou à couler en pleine mer. Puis on tombe sur un article émouvant dans l'Obs. Il est signé Dohan Bui, journaliste qui a couvert pour l'Obs les drames en Méditerranée, les noyés du fleuve Evros à la frontière gréco-turque, et qui raconte comment elle a découvert récemment sur une photo confiée par sa tante, à côté de son père enfant, ce petit garçon à la bouille ronde. La photo est prise à Saïgon en 1954. Quelques années plus tard, Ko, ce cousin de son père, vit comme toute la famille ce 30 avril 1975 et la chute de Saïgon qui marque la fin de la guerre du Vietnam. Une libération qui est d'ailleurs célébrée aujourd'hui en une de l'Humanité. Bah oui, mais pour la famille, comme pour beaucoup d'autres d'ailleurs, on n'était pas du bon côté dans le nouveau régime communiste. Alors ils sont partis, les uns après les autres. La tante a échappé au viol collectif sur le bateau en se couvrant le visage de boue. L'oncle Ko, lui, a disparu en mer lors de sa deuxième tentative, à cette époque où le sort des boat people émouvait la planète. Natacha, en une ce matin, c'est un peu la journée de la jupe. Exactement, c'est la une du Monde d'ailleurs. Les jupes longues des musulmanes, nouvelle fracture à l'école, avec les interrogations d'usage. À partir de quand un bout de tissu devient-il un signe religieux ostentatoire ? L'intention, répond l'institution scolaire. Et de fait, la jupe en question est bien un défi volontairement lancé à l'école et l'affirmation d'une croyance qu'il faudrait afficher. Alors en bas de la page, le sociologue officiel de l'école, François Dubé, balait tout cela. Une jupe plissée bleu marine, demande-t-il, n'est-elle pas toujours un signe d'appartenance à la religion catholique ? Va-t-on l'interdire ? Oui, c'est censé être de l'humour. L'art de manier le raisonnement par l'absurde n'est pas donné à tout le monde. En l'occurrence, on risque de se prendre les pieds dans le bout de tissu parce que franchement, ça n'a rien à voir. Alors on lira plutôt le texte de Pascal Bory sur le site Causeur qui résume ainsi cet excès de zèle laïque. Pour finir de brouiller les cartes entre défense des libertés individuelles et revendications communautaires, on ne pouvait pas mieux faire. Finalement, quand on lit ça, on se dit que l'uniforme à l'école, c'est pas mal, ça nous éviterait des ennuis. Mais on lira surtout l'interview d'Olivier Roy dans Les Échos. Le titre est provoquant. La laïcité n'est pas une réponse au terrorisme. Mais le propos est très intéressant. Sur cette confusion courante qui consiste à croire que les intégristes voudraient un retour à l'islam des origines. La présence d'églises en terre d'islam, rappelle Olivier Roy, que Daesh brûle aujourd'hui, prouve au contraire une rupture avec 15 siècles de tolérance. Mais surtout, le philosophe rappelle que contre le nihilisme, il faut opposer des contre-modèles. Faire de la morale sans faire de leçons, dit-il. C'est pourquoi l'enseignement thématique de l'histoire, ajoute-t-il, est aberrant. Natacha, l'école, on y est, on y reste. Mais oui, parce que justement, la une de Marianne sur fond noir résume les choses. École, le massacre des innocents. L'hebdomadaire qui lance une pétition contre la réforme du collège signe un dossier complet sur la question. Escroquerie de l'interdisciplinarité, contresens sur la liberté pédagogique qui cache sous des programmes fluctuants des méthodes pédagogiques aux
contraire contrainte et inefficace. En décryptant en profondeur l'absurdité de programmes d'histoire tronqués, par exemple aussi. Et puis Régis Debray qui s'inquiète d'une école reproduisant les automatismes et les vices du monde extérieur, zapping, cocooning, marketing. Et Jacques Juillard qui décortique le lien entre l'école et l'histoire de la République en prononçant le mot banni, le mot pourtant assumé par l'historien Fernand Braudel, l'identité. Car derrière ce débat, il y a la constitution de la France comme nation à travers la diversité de tous ses enfants. Un mot de la Banque du Pape. Oui, ça c'est loin des vices de ce monde. On peut chercher le paradis, la sainteté. Figurez-vous, c'est pas au Vatican qu'on les trouvera. Le magazine Society consacre une enquête à la Banque du Vatican et à la lutte engagée par le pape François pour nettoyer les écuries d'Augias. Alors il y a un monseigneur en prison, des sommes astronomiques. C'est un vrai roman policier. Un clin d'œil, Et Natacha. oui. C'est aussi dans Society, c'est en dernière page, qu'on trouve la réponse à cette question que nous, on se pose dans ce studio en tournant les yeux vers ces écrans qui nous surplombent. Pourquoi regardons-nous les chaînes d'infos C'est en vrai, continu ? Eh bien, Society nous fournit gracieusement 100 raisons et elles sont toutes excellentes. Alors, parce qu'on comprend vite mais qu'il faut nous expliquer longtemps. Parce qu'on est vigile chez Darty. Ah oui, c'est une bonne raison. Parce que Jean-Jérôme Bertolus a le meilleur prénom de la Ve République. Journaliste sur Mais iTélé, on le oui, salue. parce que LCI stagne à 0,2% d'audience et qu'on a bon cœur. Parce qu'on aime bien l'idée qu'il y a quand même des gens qui bossent le dimanche. Parce qu'on aime les gens pris en otage par des terroristes, par des grévistes, par la neige. Parce qu'elles ont le mérite, ces chaînes, de rappeler qu'il n'y a rien qui ressemble à une journée, plus à une journée que celle du lendemain. Alors en revanche, justement, si vous préférez que vos journées ne ressemblent pas à celles du lendemain, eh bien j'espère que toutes ces raisons, et puis surtout ce qu'il y a eu avant, vous feront lire la presse. Oui, la presse. Et écouter la radio. Bah oui, merci. Il fallait le dire. Merci Natacha Polony. C'était la revue de presse sur Europe 1.